On s'intéresse dans cette vidéo à décrire et à modéliser un fluide au repos et on désigne par fluide un corps liquide ou gazeux. Prenons comme exemple de fluide au repos de l'eau liquide dans un verre et dispersons à sa surface de très petites particules ici en rouge. L'observation au microscope montre un mouvement désordonné et incessant de ces particules. Un tel mouvement est appelé mouvement brownien. Ce mouvement brownien de particules rouges révèle en fait le mouvement des molécules d'eau invisibles. Ici, les molécules d'eau sont en bleu. Et ce mouvement est lui aussi incessant et désordonné et qui est dû à la vitesse des molécules d'eau et aux nombreuses collisions subies. Ce comportement des molécules d'eau à l'échelle microscopique est appelé agitation thermique, alors qu'à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, le fluide est parfaitement au repos. Nous allons voir ici l'interprétation à l'échelle microscopique de la masse volumique qui est une grandeur macroscopique, c'est-à-dire qui se mesure à notre échelle. Et rappelons que si elle est mesurée en grammes par centimètre cube, elle indique ce que pèse 1 centimètre cube de fluide en grammes. Considérons donc deux situations où un cube de volume 1 centimètre cube ne contient pas le même nombre d'entités, que ce soit des atomes, ions ou molécules. La masse du cube où les entités sont plus concentrées est bien sûr plus grande. Cela signifie qu'une masse volumique plus élevée a pour origine à l'échelle microscopique plus d'entités dans le même volume. Voyons maintenant ici l'interprétation à l'échelle microscopique de la température. La température, qui est une grandeur macroscopique mesurée à notre échelle à l'aide d'un thermomètre, est une mesure de l'agitation thermique. C'est-à-dire qu'une température plus élevée a pour origine une agitation thermique plus grande. Dans l'échelle de température absolue, la température est notée grand T et l'unité est le Kelvin. L'origine T égale 0 correspond à l'absence d'agitation thermique. Rappelons que pour convertir une température en degrés Celsius en Kelvin, il faut additionner 273 et pour la conversion inverse, retrancher 273. Ainsi, 20 degrés Celsius correspond à 293 Kelvin et 0 Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius. Nous allons définir ici la pression d'un fluide et nous allons voir que cette grandeur a aussi une origine microscopique. Considérons une surface grand S de l'enceinte contenant le fluide. Les nombreuses collisions des particules de fluide sur cette surface peuvent être modélisées par des forces pressantes exercées vers l'extérieur. L'ensemble des forces pressantes peut être représenté par une unique force pressante, grand F, perpendiculaire à la surface grand S et dont la valeur est proportionnelle à la surface. Cette proportionnalité se traduit par la relation F égale P fois S, où F est la valeur de force pressante en newton, S la surface en mètres carrés sur laquelle s'exerce cette force pressante, et P est la constante de proportionnalité dont l'unité est newton par mètre carré. Par définition, P est la pression exercée par le fluide sur les parois de l'enceinte et elle représente finalement la valeur de force pressante par mètre carré. L'unité légale de la pression a été baptisée Pascal, qui correspond donc à Newton par mètre carré. Appliquons cette formule à connaître pour calculer ici la valeur de force pressante exercée par l'air extérieur sur le tympan, sachant que l'air extérieur est à la pression atmosphérique moyenne de 1 bar et que le tympan a une surface de 60 mm². Avant d'appliquer la formule vue, il faut connaître les conversions. On retient que 1 bar est égal à 1,010 puissance 5 pascal. Et pour la conversion mm² en mètre carré, on rappelle que 1 mm est égal à 10 puissance moins 3 mètres. En passant les deux membres de l'égalité au carré, on trouve que 1 mm² est égal à 10 puissance moins 6 mètres carrés. On peut donc maintenant appliquer la formule. F est égal à 1,0 fois 10 puissance 5 pour la conversion en pascal, fois
60 fois 10 puissance moins 6 pour la conversion en mètres carrés, ce qui donne une valeur de force pressante de 6 newtons. Nous allons voir ici un modèle de comportement des fluides incompressibles, c'est-à-dire des liquides, appelé loi fondamentale de la statique statique, rappelant que le fluide est au repos à l'échelle macroscopique. Considérons deux points M1 et M2 au sein d'un fluide incompressible de masse volumique ρ. M1 se trouve au-dessus de M2 d'une hauteur notée petit h. Chacun des points subit une pression due au fluide autour de lui. Pression P1 pour M1 et pression notée P2 pour M2. La loi de la statique énonce que la pression du bas, P2, est plus forte qu'en haut et que la différence de pression, P2 moins P1, est proportionnelle à la hauteur petit h, où G est l'intensité de pesanteur. Dans cette formule, les pressions sont en pascal. La masse volumique est à exprimer en kg par mètre cube, l'intensité de pesanteur est en newton par kilogramme et la hauteur est en mètres. On a aussi l'habitude d'exprimer cette loi en fonction des coordonnées Z1 et Z2 des deux points selon un axe Z vertical. H étant alors égal ici à Z1 moins Z2, la loi s'écrit aussi P2 moins P1 égale ρg facteur de Z1 moins Z2. Appliquons cette loi pour calculer les pressions au point M2 et M3, connaissant la pression au point M1 ainsi que la valeur de la hauteur petit h. On applique pour calculer P2 la loi de la statique. D'après cette loi, P2 est égal à P1 plus ρg facteur de Z1 moins Z2. Ici, Z1 moins Z2 est égal à petit h. On remplace par les valeurs numériques en n'oubliant pas de convertir les barres en pascal. Et donc ici, 2,5 10 puissance 5 pascal plus 1000 kg par mètre cube fois l'intensité de pesanteur 9,81 fois 15, ce qui donne 4,0 10 puissance 5 pascal ou encore 4,0 bar. Pour calculer la pression au point M3, on applique là encore la loi de la statique. P3 moins P2 est égal à ρg facteur de Z2 moins Z3. Or ici, Z2 égale Z3 car les deux points sont à la même hauteur et donc la différence de pression est égale à 0, ce qui conduit à l'égalité des pressions entre M2 et M3. On retient donc que deux points à la même hauteur sont soumis à la même pression. Et enfin, terminons ici avec un autre modèle de comportement des fluides, mais qui ne s'applique que pour les gaz et appelé loi de Mariotte. On considère une même quantité de gaz à une même température. Cette loi énonce qu'à cette température constante, le produit du volume V de cette quantité de gaz et de sa pression est constant. La conséquence de cette loi est que si la pression du gaz augmente, alors son volume diminue. Et inversement, si sa pression diminue, alors son volume augmente. Voyons l'application de cette loi dans cette situation où on s'intéresse à un ballon qui renferme un volume de 3 litres d'un gaz à la pression de 4 bars et on souhaite calculer le nouveau volume du ballon lorsque celui-ci passe à la coordonnée Z1 où la pression n'est plus que de 2,5 bars. On suppose que le passage de Z2 à Z1 se fait à température constante. Et donc on peut appliquer la loi de Mariotte selon laquelle le produit P fois V est constant. Et donc ce produit P fois V en Z2 est le même qu'en Z1, soit P2 fois V2 égale P1 fois V1. On isole ici V1 qui est égal à P2 fois V2 divisé par P1. On remarque que si l'on laisse les pressions en barres, le rapport permet de simplifier ces unités de pression et donc on peut laisser V2 en litres, ce qui donnera V1 directement en litres. On remplace par les valeurs numériques 4,0 bar fois 3,0 litres divisé par 2,5 bar, ce qui donne un nouveau volume du ballon égal à 4,8 litres. On retrouve bien que lorsque la pression diminue, le volume du gaz augmente.